Bonjour. On attend quelques secondes pour faire entrer les dernières personnes en salle d'attente. A priori, on a tout le monde. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci de vous être mobilisés aussi nombreux pour ce dernier AMA de l'année. Je pense qu'on peut se féliciter collectivement là, de l'année qu'on a conduit à travers justement la mise en œuvre de soit ces ateliers thématiques, soit ces AMA pour échanger ensemble hein, sur la partie REM, hein, les évolutions dont on attend, mais aussi sur la partie déploiement et financement. Et donc, pour ce dernier AMA, si on passe euh, en termes d'intervenants. Donc, seront présents Clara, donc, que vous connaissez hein, au titre de l'ATF Hôpital, Laurent Fenwick sur la partie DMP et qui travaille à la CNAM, Julie Berthélémy au titre du CNDA qui est responsable unité numérique en santé. Et je ne veux pas voilà, nous dénommer tous de manière unitaire, mais toute l'équipe au sein de l'ANS qui est très fortement mobilisée aussi pour vous accompagner sur le sujet du Ségur numérique, à travers du coup moi, Aloïs sur la partie sécurité, Maëlle et Sylvain pour la partie interop, Edouard et Mike sur la partie MS Santé, et Charzad qui travaille avec nous aussi sur la partie référencement. Et enfin, compte tenu de certaines questions aussi qui nous ont été remontées par vous sur la partie financière notamment, on a demandé à ce que l'ASP intervienne pour vous rappeler les règles quant à l'enrôlement des éditeurs vis-à-vis de l'ASP. Alors, en termes d'ordre du jour, du coup, un ordre du jour assez chargé. J'espère qu'on réussira à tout voir dans le cadre de cette séance. Avant que vous ne posiez la question, ce support et donc ce TAMA fait l'objet d'un enregistrement et le replay ainsi que le support seront disponibles, du coup, comme habituellement, sur le portail de l'ANS quelques jours après l'AMA. En termes d'ordre du jour, donc on va partager des actualités depuis le dernier AMA. Sur la même logique que ce qu'on a fait sur les amas précédents, donc on a recueilli quelques questions, que ce soit à travers le questionnaire préalable qu'on vous avait mis à disposition, mais également via le support ANS. Et on se dit que c'est intéressant qu'on puisse collectivement vous partager les réponses qu'on a pu apporter à ces questions. On vous donnera quelques orientations qu'on souhaite donner sur l'accompagnement éditeur pour l'année 2026 et on rappellera les rendez-vous à ne pas manquer sur décembre 2025. Et enfin, avant de laisser la parole ensuite aux intervenants, je vois qu'on est très nombreux. Juste rappeler en termes de public, donc c'est un AMA qui est destiné aux éditeurs engagés dans le référencement du couloir hôpital SONS Vague 2, éditeurs DPI et PFI. Et donc, si on a des cibles qui sont autres que ces publics-là, des régions, des établissements par exemple, sachez que voilà, le contenu de ce webinaire ne vous parlera pas forcément dans la mesure où c'est vraiment quelque chose qui est adressé prioritairement aux éditeurs de DPI et de PFI. Et que par ailleurs, pour les régions et les établissements, vous avez aussi des webinaires qui vous sont adressés directement. Alors, en termes d'actualité RH, pas mal de mouvements. Donc, côté DNS, on a Arnaud Bory qui a rejoint la DNS début novembre. En tant que directeur de projet, il assurera le pilotage du programme HospiConnect Open 2. Et donc, pour la pastille suivante, je laisse la parole à Clara. Oui, alors j'arrive pas à mettre la caméra, mais bonjour à toutes et à tous. Je profite de cette fin d'année et ce dernier Ask Me Anything hôpital pour faire une petite annonce qui est qu'après 4 ans de super années au ministère de la Santé et à la délégation numérique en santé dédiée à l'hôpital, j'ai décidé de partir vers de nouvelles aventures hospitalières pour aller sur le terrain, voir comment ça se passe, mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Et donc voilà, je voulais vous remercier aussi collectivement. Je le ferai aussi à chacun d'entre vous, mais pour que je connais, pour l'ensemble des échanges et votre mobilisation pendant les 4 ans entre la vague 1 et là maintenant la vague 2. Et il faut qu'on poursuive collectivement nos efforts pour
aboutir collectivement à notre grand objectif de la consultation de mon SOA santé principalement. Donc voilà. Petite annonce, beaucoup d'émotions, mais après 4 ans, c'est le moment. Et je vois les messages dans le chat, ça fait très plaisir. On aura l'occasion de se revoir et donc voilà, et je laisse la place à une nouvelle équipe. Comme l'a mentionné Inès, il y a Arnaud qui reprend la partie du programme Open 2. Il y a d'autres personnes qui rejoignent et on est en cours de recrutement pour le poste de responsable de la task force hôpital à la DNS. Voilà. Et Inès, tu annonces aussi d'ailleurs des nouvelles arrivées aussi à l'ANS. Oui, en tout cas, merci Clara. Et au titre de l'ANS, je me permets de te dire que tu vas beaucoup nous manquer aussi et on te remercie pour tout l'apport que tu as apporté et le dynamisme sur le Ségur. Sur Merci la partie Inès. Sur la partie ANS, je sais que certains d'entre vous étaient en lien direct avec Fabien, donc il me semblait important aussi de vous faire passer l'information selon laquelle, du coup, Fabien a quitté l'ANS. Et donc, on vous invite, hein, on le répète à plusieurs reprises dans le cadre de ce support, mais on vous invite vraiment à adresser vos questions directement au support de l'ANS. Et pour ce faire, il faut que du coup, vous ayez activé votre espace authentifié et on rappelle du coup la procédure à la fin de la présentation. Et on a une nouvelle arrivée donc, qui est planifiée le 5 janvier. Et donc, c'est Dimitri Martinescu qui arrive à l'ANS du coup, en début d'année pour venir du coup, travailler à mes côtés au sein de la TF Hôpital, puisque pour le moment, je suis seule. Et compte tenu de la charge, voilà, il était important aussi d'avoir un soutien. Et je suis très heureuse du coup d'accueillir Dimitri en début d'année prochaine. Et donc là, je redonne la parole à Clara. Oui, merci Inès. Et du coup, et je pouvais pas partir sans quand même continuer à regarder de façon attentive tout ce qui se passe sur la vague 2 du sens. Et donc là, au niveau de la DNS et notamment la demande des deux fédérations à Sympa et Numéum le 20 novembre dernier à la direction de programme Ségur. La demande était de pouvoir procéder à un nouveau décalage de jalons réglementaires du fait des difficultés de pouvoir atterrir au 15 décembre pour le référencement des pays, malgré le premier décalage. Du coup, on a fait avec Inès, hein, on est venu vous voir, on a fait un état des lieux pour évaluer le niveau de risque de chacun vis-à-vis de ce jalon. Nous, notre objectif, il est toujours le même, hein, et je pense on l'a souvent répété. Je pense que vous êtes alignés aussi avec. On a vraiment besoin de sécuriser que l'équipement et la mise à jour logicielle d'une grande masse des établissements, la masse critique, hein, comme on appelle ça souvent, soit conforme à logiciel vague 2 et que du coup, on a vraiment besoin que tous les éditeurs, avec du coup pour tous les établissements, puissent être bien dans la dynamique. Après, comme en Vagune, comme dans d'autres couloirs, toutes les solutions n'arrivent pas forcément jusqu'au bout, mais c'est important pour nous que on puisse essayer, même si on met toujours des dates, d'aller jusqu'au bout et au maximum possible. Et donc, on fait cette demande, un arbitrage avec une ultime. Mais alors là, on a déjà dit la dernière fois, donc ce sera vraiment la dernière extension de calendrier sur ces jalons réglementaires de la vague 2. Et puis, du coup, par rapport au fait que c'est la deuxième fois du coup qu'on fait cette évolution, on a besoin quand même de pouvoir faire une reconnaissance de l'ensemble du travail effectué par les éditeurs qui sont au rendez-vous. Et donc, on fait une différenciation que je vais vous présenter juste après entre ceux qui auront pu, là, dans les quelques jours, déposer l'ensemble des preuves et ceux qui auront besoin de quelques temps pour de l'extension pour pouvoir y arriver. Donc, si on passe à la slide suivante, si on parle de calendrier,
Donc sur la partie DPI, hein, sur la partie droite, ce qu'on appelle le jalon 2, la date 2 de l'appel à financement, on l'a initialement été au 15 décembre là, et donc on la décale notamment du fait des congés aussi au mois de février au 31 mars. Donc, pour vraiment, la demande était de mettre 2 à 3 mois. L'idée, c'est vraiment de dire, bon, OK, on met 3 mois, mais là, vous êtes au rendez-vous. Plus d'excuses, si je peux dire ça comme ça. En rigolant, bien entendu, je sais que vous êtes tous extrêmement mobilisés au sein des équipes pour pouvoir mettre en place ce référencement qui est beaucoup plus lourd, hein, on le sait, que la vague 1. Donc voilà, donc 3 mois de plus pour déposer l'ensemble du dossier complet de preuve de conformité. Et du coup, bah, aujourd'hui, on a décalé l'ensemble des autres dates de 3 mois de façon mécanique, comme on le dit habituellement. Donc ça décale évidemment la date de fin des échanges entre l'ANS et les éditeurs. Ça décale aussi la date de réception des demandes d'avance, qui est du coup maintenant au 23 septembre. Et puis ensuite, la période aussi de fin de prestation de la réalisation des prestations du 22 juin pour du coup se finaliser totalement avec la demande de paiement de solde qui se fera du coup au 28 septembre 2027 de façon mécanique sur l'ensemble de ce parcours. Une des autres observations que l'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, hein, en termes de jalon du monde de la demande des commandes PFI, du fait de ce décalage, hein, entre DPI et PFI, certains établissements et voilà, certains éditeurs, il n'y a pas une synchronisation totale sur la partie signature des bons de commande. Et donc, pour sécuriser également ce jalon-là, on a décidé, après avoir aligné les périodes de fin de prestations Ségur et de la fin des demandes de solde, de également aligner la fin de période des demandes d'avance. Donc, au final, pour résumer, en termes de calendrier, côté éditeur, pour la partie des pays, c'est jusqu'au 31 mars pour pouvoir déposer l'ensemble des preuves. Et sur la partie bon de commande, du coup, on se laisse collectivement, y compris au niveau des établissements, plus de temps. Donc, la nouvelle date de fin des demandes d'avance est au 23 septembre 2026. Voilà. Et ensuite, du coup, bah, je les ai évoquées les deux dernières dates. Voilà. Donc, Juste, oui, Clara, ouais, si tu permets, sur la partie bon de commande, on se donne plus de temps, mais pour autant sur le terrain, je pense que c'est important de le rappeler. oui, On continue quand même à accompagner les établissements à travers les régions sur le fait de ne pas attendre le dernier moment tout à pour fait. signer les bons de commande. Et même si on se donne plus de temps, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Voilà, et que ce Et vous temps non plus. doit être, voilà, ce temps n'est pas un effet tunnel derrière pour se réveiller en juillet ou en août pour signer les bons de commande, hein. Nous, on va continuer à suivre de manière très resserrée la montée Oui. en puissance des signatures par région. Oui, parce que comme de la même manière que c'est une date de décalage, là, celle-là non plus, voilà, on ne se permettra pas de pouvoir aller au-delà de cette date du 23 septembre. Et comme il y a l'été où on sait que ça peut être plus compliqué, on va vraiment, là, en début 2026, permettre, avec ce que vient de dire Inès et qu'elle le présentera tout à l'heure, vraiment vous suivre, à la fois vous et au niveau des établissements, pour qu'on puisse réussir à sécuriser ce jalon-là. Si on passe à la slide suivante, comme je le disais, on veut aussi quand même, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes au rendez-vous du jalon du 15 décembre. Et donc, on souhaite reconnaître voilà, le fait que vous avez été dans les temps de ce deuxième, de ce jalon-là. On a une solution qui est déjà référencée, quelques autres qui le sont également en cours de lettres. Notamment, voilà, on estime entre 4 et 8 qui devraient être au rendez-vous. Ça fait pas toute la totalité, mais ça veut dire que vous avez, voilà, effectivement, mis tout en œuvre
pour être au rendez-vous. Donc, on souhaite pouvoir faire cette différence. Et donc, cette différence se fait sur ce qu'on appelle le profil de versement entre l'avance et le solde. Ça nous permet d'éviter un impact aussi sur les établissements. Si on avait envisagé à un moment donné un malus ou un bonus financier en plus, là, on est sur le profil de versement, c'est-à-dire que pour les solutions qui n'ont pas déposé l'ensemble de leur dossier de référencement au jalon du 15 décembre, la demande d'avance et du coup le versement de l'avance sera plus faible. C'est-à-dire que au lieu de 40% pour ceux qui sont au rendez-vous là, l'avance ne représentera plus que 25%. Voilà, c'est une reconnaissance qui et un impact du coup sur la trésorerie. Ça vous permettra aussi peut-être de voir au niveau des déploiements, mais c'est ce qu'on recherche, ce qu'on a trouvé comme moyen aussi de reconnaître l'ensemble des efforts de ceux qui sont là pour ce jalon. Et on va d'ailleurs venir dans la slide suivante bien repréciser ce que c'est que l'attente sur le dossier complet de référencement au 15 décembre. Là, peut-être c'est toi, Inès, qui reprécise bien ce Oui, qui est attendu par l'ANS oui, justement sur ce jalon. oui, oui. Donc, du coup, à la date, effectivement, soit deux, hein, si vous êtes au rendez-vous du 15 décembre, soit 2 bis, hein, qu'on appelle maintenant 2 bis, qui correspond au jalon du 31 mars 2026. Dans tous les cas, il faudra effectivement que vous déposiez la totalité de vos preuves. Et donc, il faut que ces preuves elles répondent quand même à un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire que ce soit des preuves, entre guillemets, de bonne foi, qui répondent à la fois dans la forme, donc par rapport à ce qu'on demande dans le REM en termes de preuves associées à l'exigence, donc soit des captures d'écran, des vidéos, des fichiers, etc., des logs, et dans le fond, aux exigences définies dans le REM. Et donc, les éléments fournis doivent vraiment expliciter la conformité de la solution aux exigences par rapport à la procédure de référencement que vous connaissez. Tout ça pour dire que les éléments que vous déposez pour faire acte de dépôt, mais qui ressembleraient plutôt à des attestations ou des textes disant nous n'avons pas encore eu le temps de le faire, mais nous allons prochainement déposer la preuve, ça ne passe pas. Voilà, même si vous l'avez déposé au titre de la preuve, avec des justifications qui expliquent que vous allez le faire prochainement, ça ne passe pas pour le jalon 2 ou le jalon 2 bis. Euh, ou voilà, et la justification associée. Donc, on insiste parce on a pu constater ça dans le cadre de la vague 1 et on a pu aussi le constater dans le cadre de la vague 2 avec les éditeurs aussi de PFI qui ont eu un jalon de référencement antérieur au vôtre. Voilà, donc on insiste vraiment sur, on est d'accord que la preuve que vous allez déposer pour le jalon 2 ou 2 bis n'est pas forcément totalement validée, puisque après s'ensuit effectivement une période d'échange entre l'ANS et l'éditeur qui peut permettre justement de faire évoluer la conformité de la preuve, mais ce dépôt initial doit être quand même suffisamment sérieux pour dire on s'inscrit quand même dans un dépôt de preuve qui correspond au REM. Voilà. L'autre point que je souhaitais vous mettre en visibilité, pour certains d'entre vous qui ont déposé les preuves en lien avec l'exigence DMP-UX 15 et CDADD 0501.02, quand on valide la preuve au titre du guichet Ségur, vous allez recevoir via Convergence effectivement un message qui établit le fait que la preuve est validée au sens Ségur du terme, sous réserve de validation du CNDA. Donc, il ne faut pas qu'il vous ait d'inquiétude par rapport à ça, mais c'est simplement pour dire il faut que côté ANS, on se synchronise effectivement avec le CNDA pour nous assurer que la preuve sur laquelle vous avez été validé au titre de l'ANS a bien été établie sur la base d'une version homologuée CNDA ou en cours d'homologation. Voilà. Et bien entendu, une fois qu'on aura fait cette synchronisation avec le CNDA, vous aurez un retour définitif de la validation ferme des preuves en question. Voilà, c'était pour vous expliquer aussi ce message qui pourrait aussi vous questionner. Et donc, pour la suite, je vais donner la parole à Céline
parce qu'on a eu pas mal d'éditeurs, pardon, qui se posaient la question sur le processus d'enrôlement. Et donc, on voulait en profiter pour rappeler les règles, puisque l'enrôlement, c'est un prérequis nécessaire pour le financement. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, on va commencer par une diapositive qui présente en fait le calendrier du dépôt d'une demande d'aide. Alors vous regarderez les dates, elles ne sont pas à jour puisqu'il y a eu les changements donc, récents et ça sera actualisé sur le document qu'on vous transmettra à la fin. Donc bien évidemment, pour faire une demande d'enrôlement, vous devez être référencé par l'ANS et ce référencement valide, vous avez votre attestation de référencement. Donc, vous déposez votre demande d'enrôlement, l'ASP la valide et cela vous permet d'accéder au portail de l'ASP pour déposer votre demande d'aide. Pour déposer votre demande d'aide, demande de financement, comme prérequis, vous devez avoir un bon de commande signé par le client. Donc, cette demande est validée par l'ASP. À sa validation, cela vous octroie le versement de l'avance de 40%. Une fois le versement effectué, vous avez la possibilité de déposer votre demande de déclaration de pilote pour commencer, puisque oui, pour la vague 2, vous devez déposer 3 pilotes avant de déposer toutes les autres déclarations de demande sol qui permettent d'être, donc ces 3 pilotes sont évalués par l'ASP et lorsqu'ils sont validés, vous avez la possibilité de déposer toutes les demandes de solde que vous avez donc en stock. Évidemment, le prérequis pour le dépôt de la demande de solde, c'est d'avoir votre attestation de vérification d'aptitude, c'est-à-dire l'AVA, signée par le client. Donc, comme je disais, les dates de fin de réalisation ou de fermeture de dépôt de solde sont à revoir. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors maintenant, que devez-vous faire? Un enrôlement initial ou un enrôlement complémentaire? Donc, aujourd'hui, on s'enrôle en vague 2. Si vous êtes déjà enrôlé en vague 1, votre premier enrôlement vague 2 sera toujours un enrôlement complémentaire. Donc, vous devrez nous transmettre les informations concernant votre solution logicielle, c'est-à-dire le numéro ANS. Et les autres informations ensuite sont remontées automatiquement puisqu'elles nous ont été transmises au préalable par l'ANS. Vous renseignez donc ce que je viens de dire, les informations concernant la solution logicielle et vous nous précisez également le régime TVA applicable. Toutes les autres informations concernant la structure, la personne qui intervient sur le portail, les coordonnées bancaires sont conservées de ce que vous nous avez donné comme renseignement au premier enrôlement, l'enrôlement initial vague 1. S'il y a des modifications à faire sur ces données, il faudra que vous nous contactiez via le formulaire. Maintenant, si vous n'êtes pas enrôlé en vague 1, donc votre première demande d'enrôlement en vague 2, ça sera un enrôlement initial. Et donc là, nous devons avoir toutes les données nécessaires pour identifier votre structure, la personne qui est donc en charge du Ségur chez vous qui va intervenir sur le portail, les coordonnées bancaires, le régime TVA, bon, évidemment comme précédemment le numéro ANS de votre solution logicielle et il y aura une étape de confirmation. Vous vérifiez toutes les données saisies et vous faites ensuite vous pouvez déposer votre demande d'enrôlement qui sera ensuite étudiée et validée par l'ASP. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Alors, les documents nécessaires à un enrôlement initial. Il y a des documents obligatoires qui seront là dans tous les cas, la pièce d'identité en cours de validité de votre représentant légal, le RIB, le certificat de référencement de votre logiciel et pour le son des pays, l'attestation sur honneur de non-hébergement des données de santé ou le certificat d'hébergement des données de santé. Ensuite, selon vos cas, il y a des documents optionnels qui devront être déposés également. À noter, vous voyez l'astérix en face de certains des documents. Ces documents sont également obligatoires dans le cas d'un enrôlement complémentaire. Et puis, il y a 2 documents qui sont aussi précédés de 2 astérix. Là, dans le cadre de votre première demande d'enrôlement
en vague 2, alors que ce soit l'enrôlement initial ou l'enrôlement complémentaire. Pour votre premier enrôlement en vague 2, on vous demandera également le document qui indique le mandat avec la délégation de signature qui est déposée si la personne qui intervient sur le portail Ségur n'est pas le représentant légal, mais un mandataire. Je ne liste pas toutes les pièces à ajouter. Généralement, vous les connaissez, puis elles seront donc sur les diapos lorsque vous récupérez le PowerPoint. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors, on va commencer par l'enrôlement anticipé parce que c'est l'enrôlement le plus fréquent. Donc, il se fait en 2 étapes. Vous êtes référencé auprès de l'ANS, c'est-à-dire que vous avez fait votre demande, la demande est en cours, vous avez réceptionné un numéro, mais aujourd'hui, elle n'est pas encore validée. Notez que vous avez la possibilité de vous enrôler de façon anticipée sur le portail ASP. Et j'insiste, faites-le, n'attendez pas d'avoir un référencement validé pour vous enrôler. L'enrôlement sur le portail va vous permettre d'accéder aux fonctionnalités du simulateur privé. Le simulateur privé vous permet en fait de tester votre JSON. Le JSON, c'est le document le fichier que vous remplissez pour déposer votre demande d'avance et plus tard de solde. Et vous avez également accès à la page qui vous permet de déposer votre modèle de bon de commande dans le cas de l'avance et puis de VA dans le cas du solde. Donc, c'est très important de les utiliser, ces 2 fonctionnalités. Ça vous permet déjà d'avoir des documents propres validés par l'ASP, où toutes les, par exemple, les mentions et données obligatoires que nous attendons sont bien présentes avant de faire signer le bon de commande par vos clients. Ça évitera de devoir retourner vers eux pour refaire signer un document éligible, enfin recevable par l'ASP. Donc, une fois que vous avez fait votre enrôlement anticipé, donc qu'il a été validé, l'ANS de son côté valide votre référencement. Donc, vous réceptionnez votre attestation et vous pouvez faire la 2e étape de l'enrôlement dans le portail de l'ASP. Donc, vous le finalisez en déposant cette attestation et pour le son des pays, le document portant sur l'hébergement des données de santé. Et à ce moment-là, lorsque l'ASP a validé ces documents, votre enrôlement est validé et vous avez accès à la totalité des fonctionnalités du portail, entre autres le dépôt des demandes d'avance et de solde, bon, selon les dates d'ouverture évidemment de ces portails. On peut passer, voilà, merci. Maintenant, l'enrôlement classique, il se fait lui en une étape. Donc pour cela, vous vous enrôlez de façon classique, c'est que vous avez attendu que votre solution logicielle soit référencée par l'ANS et validée. Vous avez donc réceptionné votre attestation de référencement. Vous allez donc déposer l'ensemble des documents sur le portail de l'ASP au moment de la demande d'enrôlement. Nous validons l'enrôlement et vous avez accès à la totalité du portail de l'ASP. Alors, à savoir, lorsque vous vous enrôlez sur le portail ASP, nous, en base, nous avons les données que l'ANS nous transmet. C'est-à-dire que si votre référencement n'est pas validé, vous ne pouvez pas faire une demande classique. Vous passerez automatiquement par les 2 étapes enrôlement anticipé. Si votre solution référentielle est validée, l'ANS nous a transféré cette information, nous a transmis cette information, nous l'avons en base et donc lorsque vous allez faire votre demande d'enrôlement, ce sera automatiquement un enrôlement classique en une seule étape. Et donc cela peut expliquer aussi parfois, vous nous avez demandé pourquoi je ne peux pas m'enrôler, je ne peux pas déposer mes documents de l'attestation par exemple, et quand j'ai vérifié, j'ai pu voir que chez nous, à date, votre enrôlement n'était pas connu comme votre référencement n'était pas connu comme validé chez l'ANS, donc
le dépôt des attestations, de l'attestation et éventuellement du document HDS, eh bien, n'est pas possible à l'heure. On peut passer à la diapo. Voilà, merci. Alors, un petit rappel des statuts de l'enrôlement qui vous permet de suivre en fait où vous en êtes. Lorsque vous déposez votre demande, que ce soit d'enrôlement anticipé ou enrôlement classique, votre demande, elle est en cours. Elle est en attente de validation de la côté de la SP. Donc, si la validation partielle, on va commencer par l'enrôlement anticipé, est OK, elle est en validation partielle et en attente de certificat. Donc, vous savez que ce sont les documents que nous attendons pour finaliser votre enrôlement. Vous le déposez et votre enrôlement passe au statut certificat à valider. Bon, si cette validation est OK, bien sûr, votre demande est validée. Vous avez accès à la totalité du portail. Maintenant, si elle est refusée, votre demande repasse au statut en attente de certificat et donc vous déposez de nouveau vos documents. Maintenant, si votre dépôt initial n'a pas été validé, il y a deux cas. Soit il est complètement rejeté. Dans ce cas-là, vous redéposez une nouvelle demande en tenant compte des commentaires qui vous auront été transmis. Après, ça peut être un problème de PJ, une erreur par exemple sur la pièce d'identité d'un des intervenants. Bon, vous recevez une information vous demandant de mettre à jour ce document et vous la transmettez à l'ASP pour ensuite qu'elle soit validée et on repasse donc dans le circuit habituel, enfin précédent, validation partielle en attente de certificat si c'est validé. Dans le cas de l'enrôlement classique, donc ça va être beaucoup plus court, soit votre demande est validée, vous avez accès au portail, soit elle est en attente de PJ, pareil. Et donc, vous déposez vos pièces justificatives complémentaires, elles repassent aux demandes en cours et il y aura la validation. Ah, excusez-moi, j'ai une erreur, je n'aurais pas dû mettre validation partielle, là c'est validation. Et ou alors, elle est rejetée également, et puis, comme précédemment, et puis vous déposez une nouvelle demande. On peut passer à la diapositive. Alors, un petit rappel sur la forme des bons de commande. Donc, c'est important puisque, comme je vous ai dit précédemment, si vous commencez à faire signer vos clients sur des documents que nous ne considérerons pas comme recevables, vous devez retourner vous retourner vers vos clients pour refaire signer un document. Donc, prenez en compte les informations qui sont données sur le modèle qui est à votre disposition sur la page web de l'ASP. On mettra le lien plus tard. Vous l'avez dans chacun des couloirs qui vous concernent. Et puis, oui, voilà, c'est ça. Si la demande donc, que vous déposez ensuite au moment de l'avance ne respecte pas l'exigence, enfin les exigences dont celles notées sur cette diapositive, ils seront rejetés et ça va impliquer beaucoup de travail en plus de votre côté. Oui, Céline, si tu permets, par rapport à ça, effectivement, il y a des éditeurs qui respectent le modèle national qui est disponible sur le portail de l'ASP, mais qui intègrent dans le cadre de ce modèle national des prestations hors Ségur. On a bien dit qu'effectivement, vous aviez le droit de les facturer dès lors qu'elles ne font pas partie du périmètre Ségur, mais par contre, sur le formalisme, ces prestations-là ne doivent pas être intégrées dans le bon de commande qui couvre le périmètre Ségur. Si vous le faites, il faut que ce soit sur une autre page avec une autre signature. Voilà, sinon ce sera rejeté côté ASP. Donc, au démarrage, voilà, c'était peut-être pas très clair, donc on en a fait passer certains. Mais là, maintenant, la règle va se durcir sur le fait qu'il faut respecter le formalisme qui est dicté dans les appels à financement. Et Céline, je te redonne la main, il te reste 2 minutes. Mais je crois que c'est terminé. C'était ma dernière diapositive, il me semble. D'accord. Oui, merci. Okay. Merci Céline. Du coup, je propose de passer aux questions-réponses, mais juste je réinsiste sur le message de Clara. Là, le sujet enrôlement qui a été présenté par Céline, c'est quelque chose qui concerne les éditeurs. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'établissements et beaucoup de régions qui sont connectés. Ça, voilà, on n'attend pas des établissements qui viennent toquer à la porte de l'ASP pour se faire enrôler, que le message soit clair. Ce webinaire est destiné aux éditeurs de DPI et PFI. Et donc, ce sont eux qui sont en lien direct avec l'ASP et pas les établissements.
sur la partie questions-réponses. Du coup, je donne la main à Julie parce qu'on a eu beaucoup de questions aussi sur le sujet de l'homologation CNDA qui correspond à l'exigence DMP R03 du REMDPI. En effet, merci Inès. Bonjour à tous. Sur cette slide, on fait un point sur ce qui est attendu pour la preuve DMP R03 dans le cadre de l'homologation CNDA. Concernant la preuve pour le jalon 2 et 2 bis, vous devez présenter les éléments suivants, soit l'attestation d'homologation DMP, si elle n'est pas en votre possession, la capture de votre espace personnel indiquant la date de retour prévisionnelle. Cette capture, elle atteste que vous avez bien déposé toutes les preuves pour la dite homologation. Pour ce qui est du package de tests sur lequel se base l'homologation Ségur, l'homologation elle est délivrée sur le package 2.9. Les plans de test en 2.9 sont désormais obsolètes. Néanmoins, le plan de test de DIST, il est filtré automatiquement en fonction du périmètre de test porté par le package 2.9. Donc, n'ayez pas d'inquiétude à ce niveau-là. Il s'agit bien d'un package 2.9 et pas de 10. Enfin, un mot sur l'interfaçage. L'homologation d'interfaçage, c'est une procédure allégée qui permet au LPS intégrateur de valider l'interconnexion entre l'interface apparente et une solution déjà homologuée DMP. Cela vise notamment à vérifier le bon fonctionnement des échanges sur la partie gestion du consentement et elle permet d'identifier le couple LPS composant additionnel externe à des fins de suivi et de déploiement des usages et de la consultation. C'est tout de mon côté. Merci beaucoup, Julie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et les différents experts y répondront au fil du webinaire. Et donc là, je donne la parole à Laurent sur la partie DMP, sur la fameuse transaction de suppression qui nous a beaucoup mobilisé cet été et qui visiblement pose encore question. Du coup, Laurent, je te laisse, du coup, on ne va pas forcément relire la question, mais je te laisse rappeler les principes autour justement de cette transaction de suppression. Ah, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, je remets la caméra, parce que je pense que c'est le fil qui avait coupé le micro. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cette exigence Ségur, elle fait poser pas mal de questions. En fait, je rappelle le contexte, hein. Vous avez donc des pays pour lesquels vous autorisez donc les professionnels de santé à enregistrer des documents du DMP en local. Et ce que vous demande l'exigence Ségur, effectivement, c'est d'aller checker à chaque fois que un professionnel de santé va accéder à la fiche du patient, s'il y a des documents qui ont été enregistrés en local, ben, il faut que vous puissiez mettre en visibilité du professionnel de santé le fait que le document sur le poste en local a été modifié dans le DMP ou pas, ou également n'est plus visible, a été, alors il parle de suppression, mais voilà. Donc, le problème qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, un document, effectivement, qui est dans un statut deleted n'est pas remonté par le SIDMP. Donc, ce document ne va plus être disponible. Donc, quand vous allez faire une recherche sur ce document-là, en fait, il va plus être restitué. Mais le fait qu'il ne soit plus restitué, ça ne veut pas dire qu'il a été supprimé. Il y a plusieurs raisons, effectivement, qui sont possibles. Si le document n'est plus restitué, c'est que, bon, il a été supprimé, effectivement, c'est une des raisons, mais c'est un document qui a pu être masqué aux professionnels de santé par l'usager, donc il ne va pas être restitué non plus. Et la troisième raison, c'est que le professionnel de santé qui s'est authentifié, au niveau de la matrice d'habilitation des droits en consultation, n'a pas forcément le droit de consulter ce type de document. Et donc là, il ne va pas être restitué non plus. Donc on a ces trois possibilités-là. On avait déjà échangé de ce sujet-là, notamment avec vous et avec Clara sur un webinaire. Donc là, en fait, il faut juste indiquer aux professionnels de santé que ce document n'est plus en visibilité au niveau du DMP. Et donc, voilà. Donc, on n'a pas la possibilité de savoir, en tout cas, laquelle de ces trois raisons fait que le document n'est pas visible. Mais en tout cas, ce document est là.
il est plus consultable dans le DMP, et donc le professionnel de santé doit être informé que en l'état, c'est comme ça. Je ne sais pas si Clara, t'avais fait passer. Elle est encore avec nous, Clara? Encore, elle n'est pas encore partie? Oui. Bah Ouais, oui. non, je suis Elle est encore là. là, je pars comme une zombie, je suis là. Je ne sais pas si vous aviez indiqué des choses particulières sur le fait que, sur ce cas précis d'un document qui n'apparaît plus entre le local et le DMP, s'il y avait des consignes particulières d'affichage de messages au niveau du professionnel de santé qui était en consultation. On n'a pas donné un message type à mettre dans les logiciels. Par contre, on avait pas mal échangé lors de précédents ateliers sur le fait qu'effectivement, ce n'était pas, du coup, c'était plus, l'accès était plus disponible. On l'avait mis dans les slides comme ça, en le marquant exactement, un petit peu comme on le refait là sur cette slide-là. Donc après, Ouais, si voilà. c'est pas suffisamment clair pour On a fait une certains FAQ éditeurs, aussi. on peut. Moi, On j'ai a fait donné une les trois. FAQ aussi. Ouais, j'ai donné les trois cas effectivement qui pourraient faire que le document n'est plus disponible dans le DMP. Il y a ces trois cas-là. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut afficher ces trois possibilités aux professionnels de santé qui consultent, ou juste dire que le document en l'état n'est plus disponible dans le DMP, et que c'est aux professionnels de santé de savoir derrière ce qui fait. S'il supprime le document dans le DPI ou s'il le conserve avec un état plus disponible dans le DMP. Parce que, en Oui, c'est fait, plutôt la deuxième option, parce que comme ça peut ne pas ouais. être, par exemple, selon les professionnels, un professionnel peut avoir été, on l'avait dit, bloqué et donc ne plus avoir accès à celui-ci, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément supprimé du DMP. Donc voilà, effectivement, il y a dans le chat quelqu'un qui évoquait ce point-là, donc c'est plutôt la deuxième option que tu évoques. Alors, Enfin, c'est la ouais, deuxième. si le professionnel a été bloqué, en fait, là, on le saura vite, parce qu'effectivement, il aura accès à plus rien au niveau de la consultation. Donc là, ce cas-là peut être, je dirais, détecté par le logiciel en disant tous vos documents en local, effectivement, ne sont plus accessibles sur le DMP parce que vous avez été bloqué. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être détecté par le DPI. Par contre, si on est sur un cas de masquage vraiment d'un document, sur le fait que le document il a été masqué, ou la matrice d'habilitation ou la suppression, là on est sur des cas qu'on ne peut pas identifier. Il y a ces trois cas-là. Donc là, il faut juste marquer au niveau du document qu'il n'est pas accessible pour ce professionnel-là en l'état. Voilà. Alors que peut-être, effectivement, pour un autre professionnel qui va se connecter, s'il est médecin traitant de DMP, ou s'il a les droits dans la matrice, il va pouvoir effectivement, lui, avoir en visibilité le document. Donc on est vraiment sur un cas où on ne peut pas déterminer avec exactitude pourquoi le document n'est plus visible au niveau du DMP. Il y a ces trois cas de figure-là. Donc il y avait ça, c'est la première partie, on va dire, de l'exigence. La deuxième partie, je crois, qui est dans la slide qui suit. Ça concerne les contraintes qu'on a mis effectivement sur l'utilisation des transactions de recherche de documents. Effectivement, on a essayé de limiter, parce que ça va être une vérification qui va être très coûteuse pour tout le monde, aussi bien côté du SI en local que du SI DMP derrière, puisque imaginez qu'à chaque fois qu'un professionnel de santé va rentrer dans un dossier patient, mais il va falloir générer tout un tas de requêtes qui vont, en fonction du nombre de documents qui va être récupéré en local, tout un tas de requêtes qui vont venir resynchroniser cet état-là. Et donc, on a essayé au maximum de contraindre, on va dire, l'utilisation de cette transaction de recherche. Donc, ce qu'on dit effectivement au niveau du guide d'intégration, c'est que quand vous rentrez dans une fiche patient, si vous lancez des transactions de recherche, là, on ne restreint pas. Forcément, vous allez devoir
répondre aux exigences du Ségur. Donc, vous allez devoir lancer un certain nombre de requêtes TD 3 points pour répondre à ces exigences-là et puis afficher à votre professionnel de santé la liste des documents également, donc des find documents, des get documents, des get related documents, enfin voilà, tout ce package-là qui va vous permettre d'afficher correctement ce que le professionnel de santé doit voir et répondre aux exigences Ségur. Donc ça, c'est pas restreint. Vous pouvez le faire. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que ça a été fait, on ne relance plus en automatique tous ces types de recherches, même si on change de page et qu'on revient parce que ce qu'on voyait aussi, c'était on change de page, on va sur une page de détail, on va dire des documents, et quand on revient sur la page générale d'affichage, il y avait des logiciels qui relançaient automatiquement tout ce qui avait été fait précédemment il y a 10 secondes. Donc ça, en fait, c'est ça qu'on ne veut plus voir. C'est que ça a été fait une fois à l'entrée de la fiche patient du DMP. Vous le lancez une fois, et quand vous revenez, vous changez de page, etc., vous restez sur ce qui a été lancé au début. Il n'y a pas de requêtes qui sont relancées. Pareil, quand vous alimentez un document, si vous pouvez alimenter un document à partir de là, vous ne relancez pas des requêtes de recherche. Le document, à partir du moment où vous avez un retour comme quoi ça a été correctement alimenté, le document, il est dans le document, il est dans le DMP, ça ne sert à rien de rafraîchir. Ce qu'on autorise éventuellement, c'est si le professionnel de santé, lui, il estime qu'il a besoin de rafraîchir, alors à ce moment-là, c'est un rafraîchissement manuel qui va être demandé par le professionnel de santé. Mais en tout cas, il n'y a plus de rafraîchissement automatique qui peut se faire sur cette visibilité de recherche de documents. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on indique. Voilà, oui. Donc en fait, le CNDA, ce qu'on a demandé au CNDA, effectivement, c'est de vérifier qu'il y avait cette contrainte par rapport à la recherche de documents, mais qui ne vous empêche pas de répondre à ces exigences Ségur. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non, j'en vois pas. Oui, je te laisserai répondre par écrit parce qu'il est déjà 11h52. Ouais, d'accord. Donc, ça marche. on va accélérer. Je rends la main sur ce sujet-là. Merci Laurent. On va faire assez rapide. Il n'y avait pas énormément de questions, mais c'est quand même important de vous les partager. Donc, sur la partie toujours, l'exigence CDA d'aider la 15, certains d'entre vous se posaient la question en fait des métadonnées en fait à afficher à l'utilisateur. Et donc, on rappelle qu'effectivement, l'objectif de ces métadonnées, c'est de les exploiter pour permettre à l'utilisateur d'identifier facilement les documents dans un contexte où ça commence déjà, mais on espère que l'alimentation du DMP va venir multiplier les documents dans le DMP. Et donc, les éléments présentés pour permettre justement cette identification rapide, à notre sens, ça doit être des éléments tels que le type de document, forcément, pour orienter l'utilisateur, la date, le titre et l'auteur et le cas échéant, sa structure ou sa profession. Mais pour autant, la liste exacte des métadonnées, elle n'est pas définie dans le REM. Ça, elle relève de sujets qui vous incombent, vous, éditeurs, à savoir des choix ergonomiques que vous arbitrez dans la continuité, du coup, effectivement, des pratiques habituelles du logiciel. Donc, voilà. Si on passe sur la question d'après. Et donc là, je vous donne la parole à Maëlle sur la partie modèle HL7 et Gazelle et CDA. Merci Inès. Bonjour à tous et toutes. Je vais essayer de faire rapide Inès. On se posait la question ici, pourquoi dans les tests on ne retrouvait pas le SetID. Juste pour l'historique, quand on a lancé le REM hôpital, on était sur la version 1.15 de structuration minimale et le SetID n'était pas présent. Donc quand on est sur les REM, on parle de version minimum de référentiel. La version minimum, c'est la 1.15. Et donc, c'est pour ça qu'on ne retrouvait pas le SetID. Donc, on a rajouté dernièrement le SetID sur l'ensemble des tests et des simulateurs pour que vous puissiez le prendre en compte. Mais on voulait vous faire un rappel quand même qu'en fait, vous pouvez toujours recevoir des documents de structuration minimale dans la version 1.15 tant que les solutions ne seront pas à jour. En fait, vous devez aussi savoir gérer les changements de version sans le SetID avec la version 1.15. C'est le petit rappel qu'on vous mettait au milieu ici.
Merci Maëlle. Si on passe à la slide suivante. Sur la partie stats, on a eu pas mal de questions sur les stats, notamment sur la compréhension de la dénomination historique. Et donc, parce qu'on demande, il y a un indicateur qui demande de dénombrer le nombre de documents typés comme historiques transmis au DMP. Et donc, certains d'entre vous se posent la question de ce que voulait dire la notion d'historique. Donc, ça fait référence à un document qui est déjà présent dans le logiciel et envoyé a posteriori au DMP. Donc, pour illustrer, un document est considéré comme historique si sa date de création ou de signature via la validation électronique est antérieure à la date d'envoi au DMP et que cette date se situe dans une période temporelle de 5 ans qui précède l'envoi. Donc, si par exemple, un document est daté, validé du 15 janvier 2021 et qu'il a été envoyé postérieurement au DMP au 15 janvier 2021, par exemple le 10 juin 2025, ça, c'est considéré comme un document historique et il fait partie de l'assiette de calcul à considérer pour cet indicateur. Voilà. Si on passe sur la slide suivante, concernant du coup, pareil, on a pas mal de questions sur le calcul des statistiques sur le consentement du patient. Donc, on rappelle que les séjours, parce qu'on adresse à la fois la notion de séjour hospitalier, mais aussi de consultation externe sur lesquelles on était revenu dans des amas précédents. Donc, les séjours et consultations qui ont fait l'objet d'une information et d'un consentement ou un refus doivent être comptabilisés, même si ce consentement ou refus a été enregistré dans le cadre d'un séjour ou une consultation précédent, dès lors que l'on s'inscrit dans le même épisode de soins. Donc, c'est la notion de l'épisode de soins en fait, qui va guider le fait qu'on prenne en compte cette notion de consentement ou pas. Je m'explique par un exemple concret. Donc, un patient est venu en consultation de cardiologie il y a un mois. Lors de cette consultation, il a été informé et il a donné son consentement à la consultation. Donc, ce même patient, il revient un mois plus tard, donc le mois M, en consultation dans le cadre de son suivi en cardiologie. Et donc là, il s'agit du même épisode de soins. Et donc, on ne lui redemande pas son consentement du fait du même épisode de soins, mais ce consentement reste valable pour la consultation du mois M. Donc ça, c'est la règle métier. Et en termes d'indicateurs derrière, la consultation du mois M, elle doit effectivement être comptabilisée comme ayant fait l'objet d'une information et d'un consentement, même si on ne lui a pas redemandé parce que ça fait partie du même épisode de soins. Voilà. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mobiliser le support ANS par rapport à cette question indicateur qui pose pas mal de soucis. Sur la base des ES éligibles, on nous a demandé aussi quelle instance établissement doit-il contacter pour être ajouté dans le fichier d'éligibilité et à qui l'établissement doit-il fournir son justificatif de fusion. Donc, il y a un certain nombre de règles qui guident l'éligibilité des établissements à bénéficier du financement SONS Vague 2. Ces règles d'éligibilité, elles sont inscrites dans le fichier des ES éligibles en page d'entrée. Donc, je vous invite, vous et vos clients, à regarder en fait ces critères d'éligibilité. Si les établissements ne répondent pas à ces critères d'éligibilité, ils ne sont pas dans la base des ES éligibles et donc ils ne sont pas éligibles au financement SONS Vague 2. Et on nous a posé la question, on ne prévoit pas de faire évoluer la base des ES éligibles dans le cadre du dispositif SONS Vague 2. Maintenant, on a le sujet des fusions, ce qui est autre chose. Donc, les fusions, un établissement qui a été fusionné après, effectivement, la création de la base des ES éligibles. Donc, cet établissement, logiquement, il n'apparaît pas dans la base des ES éligibles. Pour autant, si les établissements qui sont à l'origine de cette fusion sont présents, alors l'établissement fusionné est éligible à partir des ES qui sont initialement présents dans cette base des ES éligibles. Et donc, en termes de procédure, ce qui se passe, c'est qu'il faut que l'établissement vous remette à vous, éditeur, le justificatif de la fusion et que vous, au niveau du bon de commande, vous puissiez mettre dans le bon de commande les anciens et le nouveau numéro, je vais y arriver, finesse, qui est la résultante de cette fusion, accompagné du coup du justificatif, et c'est vous qui remettez ces éléments-là à l'ASP, ce n'est pas l'établissement.
Voilà. Et donc, l'ASP aura toutes les informations nécessaires pour gérer le dossier, puisqu'elle aura les anciens numéros, le nouveau numéro et le justificatif du fusion qui explique l'évolution entre les anciens numéros et le nouveau numéro FINES. Ensuite, comment s'articulent du coup les périmètres de financement dès lors que les briques DPI et PFI sont différentes? Donc, on rappelle que le Ségur intègre le financement des demi-connecteurs DPI et PFI. Autrement dit, les établissements n'ont pas à financer à leurs frais des demi-connecteurs pour assurer le bon dialogue entre les briques DPI et PFI dès lors qu'elles sont portées par des solutions différentes et des éditeurs différents. Ça, on le rappelle parce que c'est un retour terrain qui nous a été fait. Ensuite, autre message à faire passer, on ne peut pas contraindre un établissement à changer de solution logicielle pour passer sur une suite logicielle complète et nativement intégrée, sous prétexte de mise à jour à réaliser aux frais de l'établissement pour faire communiquer les deux logiciels différents DPI et PFI. Donc, et on rappelle que le rattrapage des versions préalables à la réalisation des prestations Ségur ne peut s'effectuer à titre onéreux que dans le cas où le client est équipé d'une version qualifiée comme étant obsolète et que cette version obsolète a été déclarée auprès de l'ANS dans le cadre de sa procédure de référencement. Donc pareil, ça j'insiste sur ce message-là parce que les premiers retours aussi qu'on a pu avoir de certains établissements, c'était une incompréhension de la part par rapport au fait qu'on pouvait leur demander de passer sur une suite logicielle intégrée alors qu'ils étaient outillés d'un éditeur de DPI différent de l'éditeur de PFI. Et c'est quelque chose qu'on rappellera aussi aux régions qui accompagnent les établissements. Si on passe à la slide suivante, sur les formations, donc ça, c'était aussi intéressant. Donc, où on nous posait la question de la possibilité de regrouper des établissements pour réaliser les formations. Donc, au sens PMSI du terme, hein, c'est-à-dire bons de commande différents. Donc, si vous souhaitez le faire, on ne dit pas non, mais par contre, c'est quelque chose qui doit être validé par les clients eux-mêmes. Voilà. Et si ces derniers ne souhaitent pas bénéficier d'une formation, entre guillemets, regroupée, eh bien, dans ce cas-là, vous devez réaliser la prestation de formation qui est explicitée dans le périmètre, dans les AF et dans les DSR, pour le client en question au sens du FINES PMSI. Et donc, on rappelle en fait les règles qui sont explicitées dans la F. Donc, pour les clients dans les tranches d'activité combinées A, B ou C, c'est une séance de formation collective. Donc, collective, c'est collective au sens de l'établissement FINES PMSI, de 4 heures. Pour les clients, donc, que vous pouvez faire effectivement, soit en distanciel, soit en présentiel, hein, ça, vous avez tout à fait le droit. Pour les clients dans la tranche d'activité combinée D, c'est 2 séances de formation collective de 4 heures que le fournisseur peut proposer, soit en distanciel, soit en présentiel. Et à la fin de chaque session, le support doit être mis à la disposition du client. Voilà. Et dans le cas où vous faites le choix de réaliser ces webinaires sous forme distancielle, un enregistrement doit être remis au client également pour garder justement la trace de la bonne réalisation de cette prestation de formation. Si on passe à la slide suivante, donc voilà sur les questions-réponses. Peut-être, Aloïs, je ne sais pas si tu es encore connecté. Je ne sais pas pourquoi ta slide ne s'est pas affichée. Sur la partie SSI, est-ce que tu veux dire un mot par rapport au message qu'on souhaitait faire passer? Oui, tout à fait. Donc juste sur l'exigence IAM 83, qui vérifie en fait la synchronisation auprès des comptes auprès d'un annuaire qui peut être, d'après l'exigence, soit un annuaire AD ou un annuaire LDAP. Nous, pour faire le scénario de test, on vous a mis à disposition en fait un annuaire OpenLDAP. C'est un facilitateur. Si vous souhaitez refaire de votre côté votre propre annuaire pour le test, notamment parce que si vous n'êtes pas compatible avec OpenLDAP, c'est tout à fait possible. Ce qu'on vous demande, c'est de bien respecter tous les 5 utilisateurs qui seront décrits avec les 2 directions. Avec donc les mêmes noms, les mêmes numéros de téléphone, mail, etc. Et voilà, d'appliquer exactement le même scénario dans l'ordre. Voilà. Merci Aloïs.
Il y a des petites questions dans le chat, si tu peux regarder, si tu peux y répondre. Et puis, sinon, de toute façon, on les prend en compte par rapport à un dépôt de preuve sur la partie SSI a priori. Donc, voilà, on a dépassé le timing, mais là, on a terminé. Je voulais juste, du coup, vous donner quelques perspectives sur l'accompagnement 2026. Donc, bon, on rappelle, hein, vous l'avez compris, que on souhaite vraiment avoir une traçabilité des questions que vous nous posez, parce que d'une part, en fonction justement de la nature de la question, ça nous permet d'orienter beaucoup plus facilement vers l'expert concerné qui pourra répondre à votre question. Et nous, ça nous permet aussi de capitaliser sur les questions que vous posez pour proposer les AMA auxquels vous assistez aujourd'hui et alimenter la FAQ et aussi orienter le dispositif d'accompagnement auprès des éditeurs. Donc, c'est important de passer par cet outil. Cet outil, c'est pour pouvoir poser vos questions sur le support ANS, il faut que vous puissiez activer votre espace authentifié. Sinon, vous n'aurez pas accès à cet espace-là. Donc là, ça concerne exclusivement les éditeurs, je le répète encore. Et donc, je vous invite vraiment à l'activer, puisqu'après, vous avez d'autres fonctions un peu à valeur ajoutée, les notifications de tous les webinaires d'intérêt, les notifications d'actualité, comme on a pu le voir sur la partie décalage des jalons réglementaires, sans vague 2. Donc voilà, vous avez un guide qui vous permettra de vous guider sur la création de cet espace si ce n'est déjà fait. En termes de dispositifs d'accompagnement, comme, entre guillemets, l'ambition qui va nous animer là collectivement sur 2026, c'est le déploiement. Du coup, on va faire évoluer la comitologie et on vous propose du coup de vous proposer des comités de suivi éditeurs qui se tiendront tous les 2 mois, où on abordera les actualités institutionnelles, notamment avec l'arrivée du programme Open 2, phase 2. Voilà, c'est important aussi qu'on puisse vous communiquer sur ce qui se passe par rapport à ce programme. Rappel des règles du déploiement, parce qu'on a vu qu'il y a quand même pas mal de questions autour du financement, des bons de commande. Et en parallèle, on fera le point régulier avec vous sur justement la montée en puissance des commandes et une fois le temps venu des VA et des PV pilotes. Et puis, on en profitera aussi pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur tous ces sujets. On prévoit aussi de vous mettre en relation avec les régions une fois par an, dans une forme qui reste à définir, mais je pense que c'est intéressant aussi que vous puissiez aussi échanger avec des acteurs de l'écosystème avec lesquels vous n'avez pas forcément l'habitude d'échanger. Et eux se posent beaucoup aussi de questions par rapport à vous. Et donc, ce serait intéressant aussi qu'on puisse à un moment donné en fait, réunir au sein d'une même instance d'échange tous les acteurs de l'écosystème qui participent à l'avancement du Ségur. Et bien sûr, le cas échéant, en fonction de ce qu'on verra qui arrive au niveau du support ANS, on se donne la possibilité d'organiser des ateliers fonctionnels si on voit qu'il y a des choses au niveau des exigences qui sont un petit peu embêtantes, notamment du fait qu'on a reculé effectivement le jalon du référencement au 31 mars 2026. On peut avoir encore effectivement besoin d'avoir des retours vers vous sur ces sujets-là, au moins jusqu'au 31 mars 2026. Mais ça sera en fonction de ce qu'on voit passer au niveau du support ANS. Voilà. Donc, par rapport au déploiement, on en a parlé, hein, Clara a évoqué le fait que du coup, sur la partie PFI, il y avait plus de temps pour faire signer les établissements en termes de bons de commande, mais on maintient le cap de suivre ça de manière très resserrée. Et donc, on travaille avec les régions qu'on pilote toutes les 6 à 8 semaines sur le sujet global du Ségur, pas que les bons de commande, mais les bons de commande en font partie. Et donc, nous, on a besoin aussi d'avoir votre retour sur la stratégie que vous comptez mettre en place sur les bons de commande, de manière à ce qu'on puisse cibler les établissements qui nécessitent d'être accompagnés et relancés sur cette partie bons de commande. Pareil, si vous avez des difficultés avec certains établissements, vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec eux ou que les délais de signature sont trop longs, n'hésitez pas à mobiliser le support, à nous donner les finesses PMSI, les dénominations sociales des établissements. Et nous, on peut aussi vous appuyer avec nos partenaires régionaux pour justement renforcer cet accompagnement et cette compréhension des établissements vis-à-vis du contenu des bons de commande. Voilà. On arrive à la fin. Du coup, les rendez-vous à ne pas manquer, mais je sais que Clara vous a déjà mis les liens dans le chat, mais on le rappelle. Donc, on vous attend nombreux au 14e Conseil du numérique en santé. Par contre, pour y participer, il faut vous inscrire.
pour que vous puissiez avoir le lien ensuite pour pouvoir vous connecter. Ah, merci. Donc, on vous a mis le lien URL directement dans la diapo et vous l'avez par ailleurs dans le chat. Et également, la DNS lance du coup la phase 2 du programme OSPI Connect Open 2. Et donc, il y a un webinaire de lancement qui est organisé le 18 décembre prochain, donc c'est la semaine prochaine, de 16h à 17h. Et donc, on vous a mis aussi du coup le lien pour que vous puissiez vous connecter. Ça concernera vraiment l'ensemble de l'écosystème aussi. Donc, établissement, bien entendu, parce que ce sont les premiers concernés vis-à-vis des financements d'usage, mais vous aussi, puisque vous allez contribuer à travers l'évolution des solutions VAC 2 à l'atteinte de ces cibles pour vos clients et les régions qui sont aussi également invitées. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à participer à ce lien, à ce webinaire. Et comme la slide de conclusion, comme habituellement, vous avez un petit questionnaire de satisfaction qu'on vous invite à renseigner. Ça vous prendra 30 secondes, mais nous, c'est précieux pour nous, car ça nous permettra aussi d'améliorer notre dispositif d'accompagnement à votre bénéfice. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. Et pour les dates de comité de suivi éditeur, on revient vers vous très prochainement pour vous les communiquer, pour que vous puissiez vous organiser suffisamment en amont pour être présent. Merci beaucoup et pour et ceux à qui très pourront bientôt. être là, CNS, Oui. on se verra Oui. à ce moment-là. Merci, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.